Bonjour, c'est Maïté la kiné. Je vous souhaite la bienvenue chez TechCare. TechCare, c'est le podcast qui t'aide et t'accompagne pour prendre soin de toi. Nous allons parler ensemble de santé, de sport, de nutrition, mais aussi du bien-être physique et émotionnel. Tous les 15 jours, vous retrouvez un épisode avec un expert dans son domaine, qui viendra partager ses connaissances et son expérience avec nous. Ou alors avec une personne, qui vient nous raconter son parcours, son histoire, ses embûches, et on l'espère, sa guérison et ses solutions, qui pourront t'inspirer, t'aider ou te donner du courage pour en parler et consulter. L'objectif, c'est que chacun de ces épisodes t'aide à mieux connaître ton corps, son fonctionnement, et surtout les astuces et les meilleurs conseils pour en prendre soin. Car n'oublie pas, la santé ne s'achète pas. La santé se construit avec des petits gestes du quotidien. Alors si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup. Et surtout, cela aidera un de tes proches, ta famille, tes amis, bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Belle écoute. Tu es souvent étourdi lorsque tu changes de position. Tu vois la pièce ou les objets qui bougent et tu as la nausée. Tu souffres du mal des transports. Et bien ça tombe bien, car aujourd'hui dans TechCare, j'ai le plaisir de recevoir Elie, kinésithérapeute spécialisée en rééducation vestibulaire. Il nous explique les nombreuses sources de vertige et comment votre kinésithérapeute peut vous aider. C'est un thème un peu complexe, mais passionnant. Alors je vous laisse avec l'épisode. Alors bonjour Elie et bienvenue chez TechCare. Alors je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler de la rééducation vestibulaire. Alors il y a des chances que nos auditeurs savent sûrement pas ce qu'est la rééducation vestibulaire. Mais avant que tu nous expliques ce que c'est, j'aimerais bien que tu te présentes s'il te plaît. Alors, moi je suis Elie Trajanideh, j'ai le compte Rééducation Vestibulaire Paris sur Instagram. Voilà, je suis kiné depuis un certain nombre d'années, j'ai 37 ans. J'ai commencé par travailler en chaîne musculaire, d'ailleurs je continue toujours à travailler un petit peu en chaîne musculaire. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que dans mon travail et dans mon observation de l'ensemble du corps, je me suis aussi intéressé à tout ce qui était pathologie d'oreille interne, à savoir la rééducation vestibulaire. Voilà. C'est comme ça que je suis arrivé à cet objectif-là. D'accord. Et donc en fait, c'est suite aux chaînes musculaires que tu t'es amené petit à petit à la rééducation vestibulaire. Oui, suite aux chaînes musculaires, parce que pour pas rentrer dans les détails, on sait que moi je faisais les chaînes musculaires sur la méthode Mézières. L'un des grands principes, idée princeps en fait de Françoise Mézières, c'était de dire que on avait une chaîne postérieure qui est trop forte. D'accord ? Donc la méthode Mézières, en fait, c'est pas du tout basé sur du renforcement musculaire à proprement parler, mais c'est surtout basé sur plutôt des techniques d'étirement, mais pas que. D'accord ? Donc, elle disait qu'il y avait un excès de tonus en fait de cette chaîne postérieure, et l'excès de tonus de cette chaîne postérieure, il est aussi engendré par le réflexe vestibulo-spinal. Donc le réflexe vestibulo-spinal, c'est une voie nerveuse qui part d'une région de l'oreille, donc sans rentrer dans les détails, c'est du tricule, et qui va venir donner de l'information à tous les muscles profonds de la posture. Et donc, quand on a une information en excès, on aura tendance à avoir justement cette augmentation de tonus de la chaîne postérieure. Donc, c'est ça qui m'a amené un petit peu à me diriger vers ça aussi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que c'est réellement la rééducation vestibulaire ? La rééducation vestibulaire, c'est la rééducation de la fixation de l'œil. À partir du moment qu'on a une atteinte d'une des deux oreilles, alors aussi bien nerveuse que canalaire, d'accord ? Parce que si on refait un petit peu l'anatomie, le vestibule, c'est quoi ? C'est un petit appareil, un petit organe. Dedans, il y a un liquide endolymphatique, qui à chaque mouvement de notre tête a tendance à bouger, et ce liquide va venir faire bouger des cils au niveau, pour pas encore rentrer dans les détails, au niveau de l'ampoule, qui va faire vibrer des cils, qui va transformer donc cette information mécanique en message électrique via le nerf vestibulaire supérieur et inférieur. Ça va aller dans le cerveau et ça va renseigner l'orientation qu'on a de notre tête dans l'espace. Donc, quand on a un problème vestibulaire,
Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un trouble de la voie nerveuse entre l'œil et l'oreille interne, la voie vestibulo-oculaire, d'accord? Ouais. Et donc ça va donner un nystagmus. C'est un mouvement anormal de l'œil. Et le fait qu'il y ait un mouvement anormal de l'œil, ça va nous donner une sensation de vertige et surtout on va voir la scène visuelle bouger. Donc la rééducation vestibulaire, ça va être surtout la rééducation de la fixation de cet œil qui bouge de manière anormale. D'accord. Et qui bougerait de manière anormale parce que justement, il y aurait une mauvaise information qui serait transmise au cerveau. Très souvent, alors soit il y a une mauvaise information, soit le plus courant, c'est qu'on ait une oreille qui marche moins bien que l'autre, au niveau nerveux. Hein. Oui. Pour remettre un peu les choses en place, on sait qu'on a une oreille externe, une oreille moyenne et une oreille interne. Donc, l'oreille interne, c'est l'oreille de l'équilibre. L'oreille moyenne, c'est l'oreille d'interprétation du son avec les différents os, d'accord, qui existent, hein, étrier, marteau et enclume. Et puis l'oreille externe qui capte le son. Donc nous, on est vraiment au niveau de l'oreille interne, vraiment à l'entrée du cerveau. Le fait qu'on ait une oreille qui marche moins bien que l'autre, le fait qu'il y ait un déséquilibre entre la gauche et la droite au niveau nerveux, fait que ça engage le réflexe vestibulo-oculaire et on a du coup un nystagmus qui apparaît, un nystagmus pathologique qui apparaît. D'accord, et ça serait plus parce qu'en fait le cerveau aurait une information qui serait peut-être un peu différente à droite qu'à gauche. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, comment ça se passe les patients, quel est le motif principal de consultation quand ils viennent te voir? Donc le motif principal de consultation, ça va être en fonction finalement de la région de l'oreille interne qui va être touchée. L'oreille interne, il y a une partie canalaire avec des canaux semi-circulaires. On a un canal postérieur, un canal antérieur et un canal horizontal des deux côtés, d'accord, parce qu'on a deux oreilles internes. Donc cette partie-là va intéresser toutes les pathologies de cristaux, d'accord, les fameux cristaux dans les oreilles, où finalement le traitement ça va être une manœuvre libératoire, d'accord. Donc la rééducation vestibulaire est très très connue pour justement traiter les gens par manœuvre libératoire. Donc s'ils ont une pathologie au niveau des canaux, s'ils ont des canalolithiases, dans ces cas-là, oui, ça va être une indication pour venir consulter, d'accord. Le nom de la maladie, c'est le vertige positionnel paroxytique bénin. Et c'est le plus fréquent, c'est ça? Et ça, c'est le plus fréquent. Et quels sont les symptômes de ces patients-là? Alors, c'est les symptômes, c'est très très simple. En fait, c'est quand les gens ont un mouvement de tête brusque, parce que ce que je disais au début de notre interview, c'est que dedans, il y a du liquide, d'accord. Et ce liquide ne bouge que si il est soumis à une accélération. Donc, quand on va faire un mouvement brusque de la tête, on va mobiliser du liquide, mais ce liquide va être perturbé justement par le petit cristal qui se trouve à un mauvais endroit. Donc le liquide va faire vibrer les cils d'une manière un peu anormale par rapport à ce que voit notre œil, et du coup il va y avoir un conflit d'informations, on va ressentir le vertige, et puis comme en général il se trouve d'un côté et pas de l'autre, le fait qu'il y ait une différence entre les deux, ça va engager un nystagmus supérieur et torsionnel. Donc les symptômes, c'est le fait par exemple de bouger vite fait la tête en arrière. On va avoir du coup un vertige rotatoire, on va voir toute la pièce bouger. Et ça va durer, il y a une durée, hein, ça c'est très très important dans l'interrogatoire, parce qu'en fonction de la durée du vertige rotatoire, on va pouvoir dire, on va pouvoir ajouter un argument pour dire que c'est telle ou telle pathologie. Et le vertige positionnel paroxytique bénin, donc les cristaux, ça va être que quelques secondes. Voilà. Quelques secondes, un vertige rotatoire qui n'a duré que quelques secondes au moment où on va bouger rapidement sa tête. Voilà, c'est tout. D'accord. Et le nystagmus, c'est rare que les patients s'en rendent compte. Donc, ils sentent que leurs yeux bougent. Ils voient la scène visuelle tourner. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est parce que c'est leurs yeux qui bougent qu'ils ont l'impression que la scène visuelle bouge. D'accord ? C'est pas eux qui bougent. Oui. Donc, c'est ça ils vont se rendre compte de ça. D'accord. Et quand c'est comme ça, souvent ils ont consulté qui en premier? Leur médecin? En général, ils sont paniqués parce que c'est un symptôme qui est tout à fait horrible. Hein. Ils ont l'impression d'être dans une machine à laver complètement. En première intention, ils vont se tourner vers leur médecin traitant. Le médecin traitant, il va essayer de voir s'il s'agit vraiment de quelque chose de périphérique. Lui, justement, ce qui va lui donner la puce à l'oreille, c'est de lui dire qu'il s'agissait d'un vertige rotatoire qui n'a duré que quelques secondes. Ensuite, deux options. Soit il va envoyer
chez son rééducateur vestibulaire qu'il connaît, parce qu'il a confiance en lui, et il va pouvoir lui adresser, lui-même va faire un bilan détaillé et dire si c'est ça ou pas en utilisant des outils bien spécifiques qui sont la vidéonystagmoscopie. C'est une caméra infrarouge qui permet en fait de regarder l'œil en grand, dans le noir, pour pas qu'il fixe. Soit, s'il est un petit peu esselé, ce médecin traitant, il va envoyer soit aux urgences, parce qu'il sait pas trop, soit il va envoyer chez l'ORL. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils arrivent à être injectés dans le système de soins. D'accord. Une fois qu'ils viennent te consulter à toi, comment ça se passe? Ce qui se passe, c'est que pour cette pathologie-là, on va faire un bilan. En faisant le bilan, en fait, on va checker toutes les pathologies possibles. Ce qui va se passer, c'est que si on prend l'exemple des cristaux dans les oreilles, déjà, on va s'intéresser à tout ce qui n'a pas à voir avec l'oreille interne, d'accord? Parce qu'en fait, il faut vraiment faire un vrai interrogatoire policier. Il faut surtout pas se dire que c'est de l'oreille interne, alors que s'il faut, le patient, il est en train de faire un petit AVC et avec un VPPB qui n'en est pas vraiment un. Oui, tu veux être sûr qu'il n'y a rien de grave derrière. Voilà. Donc, en gros, on va faire un interrogatoire précis. Va venir ensuite l'examen sous les lunettes à infrarouge. On va faire des manœuvres tests, justement, pour voir si on déclenche ou pas le vertige. Et, justement, on va catégoriser, on va classer, en fait, le nystagmus qui va se produire. En fait, le nystagmus, il faut qu'il ait des critères précis. S'il ne remplit pas les critères, même s'il en manque un sur les 4-5 qui existent, dans ces cas-là, il s'agirait d'un VPPB peut-être atypique qu'il va falloir investiguer un petit peu plus en profondeur. Et dans ces cas-là, on va renvoyer vers l'ORL qui va pouvoir peut-être prescrire un IRM avec la séquence qu'il faut, en GADO, en flair. Des conduits auditifs internes, de la fosse postérieure, de l'angle potocérébelleux, en fait, il va essayer d'éliminer toutes les pathologies, on va dire, entre guillemets, graves qui peuvent mimer un VPPB. D'accord. Et si le nystagmus, au contraire, il correspond? Alors, s'il correspond, dans ces cas-là, le diagnostic, il est posé, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on peut le faire parce qu'on a été formé pour ça, vraiment spécialement pour ça, et on nous a délivré un diplôme qui nous permet derrière de faire la manœuvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la manœuvre libératoire, c'est une manœuvre médicale. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Pourquoi? Parce que si on se trompe, en faisant par exemple la manœuvre célèbre de Sémon, sur par exemple quelqu'un qui a une tumeur de l'angle pontocérébelleux, dans ces cas-là, on fait saigner la tumeur et ça peut être très très grave. Encore plus l'importance du coup d'avoir vérifié avant qu'il n'y avait rien de plus grave. Ce qui est important là-dedans, c'est vraiment l'investigation, d'accord? Être sûr de ce qu'on fait. Après, en soi, la manœuvre, j'en discutais avec OstéoQD. Oui, sur Instagram, ouais. Très, très très sympa. La manœuvre en elle-même, c'est pas grand-chose. C'est pas ça qui est important. C'est de savoir quand est-ce qu'on l'a fait et pourquoi on l'a fait. Et surtout de se dire que je suis pas dangereux quand je la fais. Donc, par la suite, si son nystagmus rentre dans les clous, que le diagnostic est bien établi, on va pouvoir justement faire une manœuvre libératoire. Alors, la manœuvre libératoire, on va en faire une. On va voir le patient à J7. On va refaire la manœuvre test. Soit c'est fini, soit il en reste encore un petit peu. On va pouvoir peut-être en faire une deuxième. Mais en général, on ne dépasse pas 2 manœuvres. Et normalement, au bout des 2 manœuvres, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Et au bout des 2 manœuvres, il n'y a plus de soucis. D'accord, ouais, donc c'est assez rapide au final. Le plus long, comme tu l'as dit, c'est l'investigation et l'interrogatoire. Ouais. Pour toutes les autres choses qui ne sont pas le VPPP, comment tu fais? Alors, au sein de cet interrogatoire, on va aussi s'intéresser à d'autres parties. Par exemple, on va pouvoir poser des questions pour savoir si il s'agit d'une pathologie pressionnelle. Pathologie pressionnelle assimilée donc à une maladie de Ménière, ou encore appelée hydrops. Donc il s'agit d'un épaississement du liquide endolymphatique chez certaines personnes. Pour des raisons qui sont un petit peu hypothétiques, il n'y a pas vraiment de consensus dessus. On sait juste que les variations de pression atmosphérique, que le fait de manger du sel en trop, ont tendance justement à faire changer la densité du liquide endolymphatique. Et du coup, il va y avoir une pression sur le nerf vestibulaire. Ça va donner des vertiges. Mais pas seulement, parce que
Dans l'oreille, on a la partie canalaire, on a la partie vestibulaire, c'est utricule-sacule, et on a la partie cochléaire. Et la partie cochléaire, c'est la partie de l'audition, pourra avoir du coup, lors d'un syndrome pressionnel, des acouphènes associés. D'accord. Alors que tu ne l'as pas dans le VPP. On n'a pas de signe auditif au VPPB. C'est pour ça que on va toujours demander aux gens, quand ils viennent, de venir, si possible, avec leurs examens complémentaires. Et dans les examens complémentaires, on aura très souvent un audiogramme qui va être associé. D'accord. Et ensuite, est-ce que ça peut être encore autre chose? Alors ensuite, on peut aussi avoir des problèmes dits unilatéraux. Alors le plus connu, c'est la neuronite, la névrite vestibulaire, qui serait une petite inflammation du nerf, souvent d'origine virale. Souvent, quand on est parti, par exemple, dans des pays un peu exotiques ou quoi, on peut choper un petit virus. Et puis, ce virus, il va venir se loger à un mauvais endroit, à savoir le nerf vestibulaire. Et du coup, on va avoir une symptomatologie où on va avoir des vertiges rotatoires, mais ceux-là, ils vont pas durer quelques secondes comme le VPPB, ils vont durer carrément 48 à 72 heures. Ah oui. Le patient va être plongé dans une machine à laver, il va voir tous les murs tourner pendant minimum 48 heures d'affilée, c'est horrible, il vomit partout et il n'en peut plus, quoi. Donc ça, normalement, il n'y a pas de souci pour le diagnostiquer, je pense. Il n'y a pas de souci, et le traitement en primo-intention, ça va être justement de la cortisone. D'accord ? Donc c'est des patients qui vont directement aux urgences, ils vont avoir donc en intraveineuse de la cortisone avec une surveillance et puis un examen vidéonystagmographique et puis des épreuves caloriques au chaud d'eau froide dans les oreilles qui vont confirmer l'atteinte unilatérale. D'accord. Et moi, j'avais aussi une question. Quand on parle de vertige, souvent, on pense aussi au vertige avec la peur du vide. Est-ce que ça peut avoir aussi ou pas du tout? Alors, dans le langage courant, c'est vrai, quand on parle de vertige, quand les patients nous parlent de vertige, ils vont nous parler, quand je dis les patients lambda, hein, par exemple, qu'on va avoir au cours d'une rééducation de kiné musculo-squelettique. Ils vont parler de vertige, ils vont parler de la peur du vide. Donc oui, ça existe, ça s'appelle l'acrophobie. Et tu as des questions par rapport à ça ? Oui, savoir est-ce que toi, en rééducation, tu peux voir des patients par rapport à ça ou pas du tout? Alors oui, il y en a. Donc dans ces cas-là, ce qu'on va faire avec eux, c'est qu'on va faire un petit peu d'habituation. C'est-à-dire qu'on va les mettre un petit peu en situation. Alors pour ça, on va pouvoir utiliser la réalité virtuelle, par exemple. On va les mettre, par exemple, au premier étage d'un building, et puis les mettre un petit peu au bord, au niveau de la barrière. Et donc ils vont voir en bas, avec des voitures qui passent, tout ça. Donc ils vont avoir en fait cette impression de vide via le casque de réalité virtuelle. Donc associé à ça, je pense que c'est pas suffisant et qu'il faut associer des techniques type sophrologie, parce que quand on va être en situation, par exemple on a besoin de traverser un pont ou quoi, il nous faut des armes pour pouvoir justement accepter le fait de passer ce pont. D'accord ? Il y aura des techniques de mentalisation, des techniques de respiration. Petit à petit, moi je lance deux casseroles en même temps, hein. C'est-à-dire que je les vois en habituation, je les mets en situation. À côté de ça, ils ont commencé leur sophrologie et on essaie de faire un mix. D'accord. Et au-delà de ça, il y a quand même une troisième composante qui va être importante, ça va être la composante émotionnelle, psychologique. L'acrophobie, hein, ce vertige des hauteurs peut aussi être dû à un traumatisme d'antan. Donc voilà, donc il va y avoir la composante psy. Le patient il va devoir parler à son psy pour délier un petit peu les choses, voir s'il n'y a pas un frein à ça. Le côté sophro pour donner des armes et le côté habituation pour se mettre en situation. Donc on essaie de trouver la situation qui ne le met pas non plus trop mal. On peut avoir il y a acrophobie, hein. Il y a le patient qui va dire ouais, moi quand je suis au 50e étage, je suis allé à New York, j'étais au 50e étage d'un building, franchement j'ai eu peur et j'aimerais bien me faire traiter pour ça. Et il y a l'autre qui va dire moi je monte de mon tabouret et j'en peux plus, quoi. Donc toute proportion gardée, hein. Donc il y a des acrophobies qui sont plus violentes que d'autres, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, par rapport à ça, il y a une explication quand même pourquoi ces patients ressentiraient ça, outre par exemple le traumatisme. Alors, il y a de la littérature dessus, ouais, où ils disent que finalement, c'est souvent des gens qui ont des problèmes d'appréciation des distances. Enfin, leur cerveau, il n'arrive pas bien à voir ce qui est loin et ce qui est près. Donc du coup, comme il sait pas trop, c'est un petit peu flou pour lui. Ça crée comme un conflit.
Et est-ce qu'il y a d'autres types de vertiges aussi? Parce qu'on a parlé du vertige, justement, la peur du vide. Voilà, donc on avait la peur du vide, on a parlé du vertige rotatoire en tout début d'interview. Il y a le tangage où finalement on a l'impression qu'on est comme sur un bateau. Quel que soit le type de vertige, il faut consulter. Que ça soit un vertige rotatoire, un tangage. Bon, l'acrophobie et la cinétose, on va dire que c'est quelque chose qui est un petit peu à part, d'accord? Mais si on a une sensation de vertige quand on ferme les yeux, qu'on sent content, qu'on est comme sur un bateau, ou qu'on voit les murs tourner, on est comme dans une machine à laver, c'est des indications plus pour consulter. Le vertige, c'est un symptôme, c'est pas une maladie. Donc en fait, on peut le retrouver dans plein de maladies. Et il faut absolument faire le diagnostic différentiel pour savoir de quoi il en ressort. Et le dernier, c'était les cinétoses. Donc les cinétoses, c'est les mal des transports. C'est souvent dû à un conflit d'informations entre ce que voit l'œil et ce qu'envoie comme information le système proprioceptif et l'oreille interne. D'accord? Un cas très très simple, je suis dans la cale d'un bateau, le bateau il est en train de bouger, donc mon système de liquide, donc l'oreille interne, il va envoyer des informations comme quoi on est en train de bouger, et puis l'œil, on est dans une cale d'un bateau, on va être en référentiel cave de bateau, il n'y a rien qui va bouger. Donc il y a un conflit d'informations entre ce que va envoyer l'œil comme information au cerveau et ce qu'envoie l'oreille interne au cerveau. Et donc comme il ne connaît pas, c'est un conflit, ça entraîne vomissement, nausée, par activation de nos voies de notre système nerveux végétatif, et surtout par la 10e paire nerf crânienne, le nerf vague pneumogastrique. Et du coup, là, en rééducation, sur quoi tu travailles exactement? En rééducation, on va faire surtout de l'habituation. On va faire, par exemple, du travail, on va stimuler le conflit. D'accord? Alors, il y a le conflit, là, j'ai donné l'exemple de la cale du bateau, mais il y a aussi le conflit où je vais être en voiture, c'est le plus classique, d'accord? Le conducteur va rouler à vitesse constante, le liquide va pas être mobilisable, donc l'oreille interne va rien envoyer comme information, or, l'œil est en train de voir quelque chose en train de défiler. Et là, on va être mal. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit aux gens? On leur dit de passer devant et de regarder à l'horizon. En fait, on leur dit de regarder un point fixe. On leur dit de regarder quelque chose qui ne bouge pas en vrai. Ah, d'accord. D'accord? C'est ça qu'on leur dit de faire. Donc, du coup, il y a une adéquation entre ce que l'œil voit et ce qu'envoie comme information l'oreille interne. Et du coup, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'on va faire comme rééducation pour eux, c'est qu'on va essayer justement d'habituer un petit peu leurs yeux au défilement de l'image. Et dans ces cas-là, on va faire une rééducation dite optocinétique. L'optocinétisme, c'est le fait de faire défiler des points, par exemple. D'accord? Ou carrément, on va les remettre en situation avec la réalité virtuelle, on va les mettre dans une voiture ou dans un petit train, et on va reproduire ça. Et le paramètre variable, ça va être la vitesse où on va aller. D'accord? Par exemple, on peut aller à 1 mètre seconde, ça va pas. Enfin, à 1 mètre seconde, ça va, et puis à 5 mètres seconde, ça va pas. Donc, on va essayer de trouver la vitesse limite avant cette symptomatologie de nausée, quoi. D'accord, pour habituer en fait le cerveau à tout ça. Et petit à petit, il va s'y habituer. Et petit à petit, ça va passer. Alors, on note quand même que les adultes, quand ils étaient cinétosiques petits et qui sont encore cinétosiques à l'âge adulte, ça peut être aussi associé à ce qu'on appelle des équivalents migraineux. Donc en gros, il faut aussi investiguer le côté migraine quand c'est un petit peu comme ça. C'est souvent des gens qui vont avoir des pathologies d'écran, quand ils voient des trucs défiler devant eux, tout de suite ils ont mal à la tête, ce genre de choses. D'accord, mais moi j'avais juste une question aussi, c'est que tu as donné l'exemple de la voiture avec des personnes qui du coup auraient ce mal des transports, mais au contraire, tu sais, dès qu'on est par exemple en voiture ou dans un train et qu'on bouquine et qu'on est en train de lire, visuellement le cerveau voit qu'on ne bouge pas. Et pourquoi du coup ça déclenche le mal des transports? Parce qu'à ce moment-là, le liquide bougerait? En fait, tout dépend de la vitesse où on va. En théorie, si on est à vitesse constante, il n'y a aucune accélération, d'accord? C'est comme si j'étais en train de lire dans mon salon, il n'y a pas de souci. Donc si à vitesse constante, on est en train de lire et que on a des nausées, ça veut dire qu'on serait capable d'avoir des nausées dans notre salon en train de lire, d'accord? S'il y a des à-coups, des décélérations, des accélérations et qu'on a du liquide qui est mobilisable et mobilisé, dans ces cas-là, ça va créer un conflit d'information. Ouais, c'est le changement de vitesse en fait qui joue aussi. Non, parce que justement, je me disais, punaise, quand il y a les routes de montagne, c'est qu'on tourne beaucoup. Du coup, pour ces trucs-là, c'est carrément l'inverse des fois de la voiture. Par exemple, un train qui va pas vraiment à vitesse constante, qui décélère, qui accélère,
enfin, même de peu, hein, bah, dans ces cas-là, on va dire aux gens, bah, faut regarder par la fenêtre et voir le paysage qui défile, justement, pour donner une information un peu similaire. Ouais. Ouais, en fait, il faut se caler pour que le cerveau ait la même information de tous les côtés, quoi. Mais du coup, si par exemple, les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils doivent retenir, en fait? Quels sont les symptômes principaux, si tu peux résumer, qui devraient les pousser, en fait, à consulter? Si on a un vertige, qu'on sent qu'on a un tangage, quel qu'il soit, qu'on est comme sur un bateau, d'accord, ou qu'on voit les murs tourner, on consulte. C'est aussi simple que ça. Et on ne le laisse pas passer, d'accord. Même si il s'agit d'avoir des vertiges quand on se lève, d'accord, ça peut très bien être dû à des problèmes orthostatiques, mais ça peut être aussi dû à des problèmes vasculaires un peu plus hauts, notamment par des conflits au niveau du passage des artères vertébrales, par exemple. Donc ça va être souvent des gens qui vont se lever le matin avec un mal de crâne associé, qui ont peut-être, par exemple, peint leur plafond pendant 3 heures, et qui auront peut-être un début de symptômes de dissection de l'artère vertébrale, par exemple. Donc dans ces gens-là, oui, il faut qu'ils consultent, parce que tout de suite après, ils vont faire un écho-doppler des artères vertébrales et des troncs supraortiques, pour justement discriminer ça et avoir un rachis cervical au repos. D'accord, on va le mettre carrément, on va l'immobiliser, ça va cicatriser. Oui, et puis comme tu l'as dit, le vertige, c'est un symptôme, c'est pas forcément une maladie, donc il faut à tout prix consulter pour pouvoir mettre le doigt sur pourquoi il y a le vertige. Et après, derrière, il y a un site internet pour trouver, par exemple, les thérapeutes qui seraient spécialisés ou les kinés aussi. Alors voilà, donc il existe deux sociétés. Il y a la Société internationale de réhabilitation vestibulaire, la SIRV, S-I-R-V, et la Société française de kinésithérapie vestibulaire, la SFKV. Donc c'est des gens qui sont agréés, formés pour tout ça, tout ce qu'on vient de raconter, qu'on peut trouver justement sur des listes. Et il y en a dans toute la France et il y en a aussi à l'étranger. Voilà. D'accord. Ouais, bah, je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode pour les personnes qui ont des symptômes et qui veulent consulter, du coup. Comme ça, au moins, ils trouveront plus facilement. Est-ce que la prise de médicaments, ça peut causer aussi des vertiges? Oui, notamment la prise d'antidépresseurs. La prise d'antidépresseurs, ça fait ça. On peut aussi avoir, par exemple, des gens qui ont eu à prendre un antibiotique spécifique type la gentamicine. Et la gentamicine, c'est la kryptonite de l'oreille interne. D'accord ? C'est-à-dire que on prenait la gentamicine, l'oreille meurt, quoi. Ça détruit l'oreille. Donc on est d'accord que dans ce podcast, en fait, on a compris que le vertige, ça venait peut-être d'un bug d'interprétation entre le cerveau et l'oreille interne, et surtout ce qu'on voit, et que tu es d'accord que dans tous les cas, il faut consulter. Voilà, il faut consulter. Et quand aussi, les séances, en fait, ça va dépendre un peu Enfin, la durée des séances va dépendre du diagnostic que tu auras posé. Ça va dépendre du diagnostic. Les séances de kinésithérapie vestibulaire, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas des séances comme dans le musculo-squelettique, d'accord ? C'est pas forcément plus on en fait, mieux c'est, d'accord ? Donc en gros, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où on lance un travail neurosensoriel, c'est une information courte, mais une information intense, d'accord ? Donc après n'importe quelle séance, qui va durer à peu près, dans les textes normalement c'est une séance, ça doit être entre 12 et 15 minutes, d'accord ? Et le reste, c'est beaucoup d'explications, beaucoup d'éducation, passer du temps avec les gens pour leur expliquer vraiment ce qu'ils ont, parce que le vertige, c'est quelque chose qui est très 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 anxiogène. Donc en gros, il faut passer du temps avec les gens à leur expliquer vraiment ce qu'ils ont, comme ça, en cas de récidive, si ça revient ou quoi, bah, ils seront déjà beaucoup plus apaisés, ils pourront beaucoup plus relativiser leurs symptômes qu'au tout début. D'accord ? Et ça sera déjà une victoire de plus. Mais du coup, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, s'ils ont envie de te connaître un peu plus ou de connaître du coup ta spécialité, on peut les dériver directement vers ton compte Instagram. Oui. Et donc, on peut me suivre sur mon compte Rééducation Vestibulaire Paris. Ok, bah parfait. Et bien merci en tout cas Ellie d'être venue sur TechCare pour nous expliquer tout ça. Et peut-être qu'il y aura du monde qui viendra consulter un peu plus pour les vertiges et ça serait cool. Oh bah super, merci Maïté. Bravo d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
On espère que cet épisode t'a plu et que tu as surtout retenu que le vertige est un symptôme et qu'il est primordial de consulter. N'hésite pas à venir nous contacter sur nos Instagram et nous dire si tu connaissais la rééducation vestibulaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Je lis et je repartage tous vos messages sur mon Instagram. Alors merci à toi. Et en attendant le prochain épisode, prends soin de toi. Take care.